suite, la deuxième partie de la Grande Table, émission Grand Témoin. Aujourd'hui, on vous a consacré comme tel Emmanuel Todd avec vous, historien, démographe, auteur de Après la démocratie, le mystère français ou encore de Qui est Charlie. Un livre en préparation sur l'état de la planète avec au cœur de ce panorama mondial la question de la dynamique du monde anglo-saxon. Un livre qui vous a entre autres conduit cet été à travers les États-Unis à vous intéresser à l'Amérique de Donald Trump. Un carnet de route sous le prisme de la sociologie électorale et des évolutions de la démocratie américaine, 15 ans après la parution d'Après l'Empire, un essai sur la décomposition du système américain et les faiblesses de l'hyperpuissance. Emmanuel Todd poursuit donc sa route à contre-courant. On the road again, Emmanuel Todd, bonjour. Bonjour. Mais vous êtes rentré et vous êtes passé entre-temps par le Japon. Question préalable, parce que maintenant vous êtes de retour en France, on la pose à tous nos invités dans l'émission. Comment allons-nous, Emmanuel Todd ? On bouge pas. Quand on travaille sur la campagne américaine, quand on l'étudie, on arrive sur la campagne présidentielle française, on n'a juste pas envie de travailler. C'est-à-dire qu'on voit la société française qui pourrit sous l'effet du blocage de l'euro, qui est un échec absolu. Et puis on a des candidats qui nous annoncent des choses pas excitantes, j'ai entendu, ça c'est vrai, ou excitantes. Qui considèrent tous qu'on doit rester dans l'euro. Donc on sait qu'il ne va rien se passer. Donc en fait, je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, j'ai même du mal à répondre à la question. En fait, la seule truc auquel je pense quand je vois les candidats de gauche, de droite, je pense à ma mère qui était publicitaire et qui me disait que le plus difficile, c'est les lessives. Les lessives parce qu'elles sont toutes pareilles. Et je me dis actuellement que pour les journalistes, c'est très difficile parce que les lessives, donc tous les candidats à la présidentielle, sont au fond tous pareils dans leur obstination à ne pas secouer les règles du jeu européen pour sauver les Français. Et donc voilà, bonne chance pour l'année qui vient parce que ça va être rude. Alors à mes côtés, un journaliste et non pas un publicitaire, Antoine Mercier, pour vous interroger jusqu'à 13h30. Emmanuel Todd, un mot sur la société française, Antoine Mercier, avant d'en venir aux États-Unis. Oui, peut-être quand même, vous dites ça, mais il y a malgré tout un parti notamment qui veut bousculer les règles européennes. Pourquoi vous l'écartez ça, je peux pas. Le Front National. Moi, je suis un type normal. Je suis un enfant de l'establishment. Non, mais je veux dire, vous dites tout le monde est pareil. Il y a une lessive quand même qui a dit que je lave plus blanc. Peut-être qu'après 5 ans de Juppé, Marine Le Pen arrivera au pouvoir. Si Juppé assure l'immobilisme qu'on peut attendre de lui, peut-être que là, finalement, il se passera. Voilà. Mais honnêtement, ça ne me paraît pas vraisemblable pour cette fois-ci, même si le Front National risque effectivement. On a un peu l'impression que le système politique français joue à provoquer les Français. Alors on est une classe politique qui est en vérité totalement irresponsable. À part sa bonne éducation, son respect de l'orthographe, on suppose, ou des règles juridiques, on l'espère. Ils ne gouvernent pas, ils ne font rien. À chaque événement, on est confronté à un problème Alstom, on fait n'importe quoi. Ils nous assurent à chaque moment que leur rôle n'est pas de défendre les Français. Donc on a l'impression qu'ils jouent avec l'électorat parce qu'ils pensent au fond que l'électorat n'est pas capable, pour de bonnes raisons d'ailleurs sans doute, de voter Front National. Mais c'est un jeu dangereux. Et là, le spectacle qu'ils nous donnent, effectivement, peut-être un jour on va se réveiller avec une grosse surprise, etc. Mais personnellement, je reconnais que je refuse d'y penser. J'atteins sur la société française, m'étant fait carboniser par le système médiatique pour avoir dit simplement qu'il fallait quand même laisser nos compatriotes d'origine musulmane tranquilles. J'ai un peu tendance à mettre en retrait du débat. J'ai grand plaisir à travailler sur les États-Unis, sur le Japon, sur l'Allemagne, sur la Russie. Tous les pays où ça bouge d'ailleurs, où tous les pays où se fait l'histoire. Parce qu'en fait, les Français ne se rendent pas compte qu'ils sont hors de l'histoire. J'avais expliqué ça dans l'Observateur. J'avais fait une interview avec Aude Lancelin, sous le titre « Les Français sont hors de l'histoire ». Aude Lancelin se fait virer de l'Observateur, peu de temps après, pour d'autres raisons aussi, mais qu'est-ce que vous voulez que je veux pas vous faire virer, quand même. On assume, et vive le service public. Emmanuel Todd, il y a quand même d'autres voix, des voix à la gauche des gauches qui se dressent aussi aujourd'hui contre l'Europe telle qu'elle est, avec notamment à Jean-Luc Mélenchon. Non, pas Jean-Luc Mélenchon, il est là avec ses histoires de plan A, plan B. Tant qu'un type raisonnable, correct, en termes moraux, ne dit pas l'euro, c'est fini.
et vous dites, je veux dire, il n'existe pas. Je veux dire, dès qu'un type, c'est une règle opératoire, si un type vous parle de plan A, de plan B, etc., c'est qu'il ne fera rien. Allez, on retourne aux États-Unis refaire ce voyage avec vous et on va essayer d'en lire une partie de votre carnet de route virtuel. Trump. Statistique, parce que je suis pas un grand voyageur. Trump, le J'ai changement. peur en avion. Vous aviez une vieille Buick quand vous étiez là-bas? Vous avez circulé? Non, j'avais loué une superbe voiture coréenne, je crois, je me souviens plus. Combien de kilomètres? Comment? Combien de kilomètres au compteur? C'est un voyage de tourisme, mais j'aime bien, c'est pour vérifier. Moi, je ne travaille pas. Mon premier bouquin, c'était sur l'Union soviétique, où je n'avais jamais foutu les pieds. J'ai pris des statistiques, j'ai vu la mortalité infantile, j'ai vu la baisse de la fécondité, et j'ai senti que l'Union soviétique allait se casser la gueule. Mais à l'époque, j'avais jamais mis les pieds en Union soviétique. Alors, pour les États-Unis, en plus, comme je me débrouille en anglais, je préfère aller vérifier. Mais le gros de mon travail sur les États-Unis, c'est d'abord du travail historique, puisque en fait, quand je parle de dynamique du monde anglo-américain, je commence à la communauté rurale anglaise du XIIIe siècle, puisque c'est 1 million et demi d'habitants au départ, le monde anglo-saxon. Et puis maintenant, à lui tout seul, si on fait la somme des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, on obtient quelque chose qui a plus d'habitants que l'Union européenne, dont on a retiré l'Angleterre, ce qui est en train de se produire. Voilà. Mais moi, je suis démographe, statisticien, donc vous historien. avez eu des confirmations de ce que vous pensiez, mais on va en parler. Quand on est je suis plutôt sur des hypothèses de stabilité, de retour à l'équilibre des États-Unis, avec de grandes difficultés, sans doute pas de redémarrage extraordinaire, mais honnêtement, vu le désastre qui s'annonce en Europe, la stabilité, c'est déjà pas mal. Mais je voulais vérifier à l'œil que le pays était dans un état normal. Mais alors, il y a 15 ans, après l'Empire, vous prédisiez quand même la fin de l'Empire américain. Ça y est, on y est. C'est ce que vous avez constaté là. De toute façon, si on pense en termes d'empire, ça marche très bien. C'est-à-dire, il n'y a plus un allié, il n'y a plus que le Japon, en fait, qui soit vraiment fiable comme allié des États-Unis. Il faut dire, il n'a guère le choix. Mais l'Europe n'est plus contrôlée, puisque l'Europe est passée sous contrôle allemand et que les Allemands sont incontrôlables. Donc chaque fois que les Américains demandent quelque chose aux Allemands en termes de politique économique, ils ne le font pas. Donc les politiques d'austérité européennes se font contre l'avis des Américains. Aux dernières nouvelles, les Philippines menaçaient de passer dans l'orbite chinoise. La Turquie n'est plus contrôlée. L'Arabie saoudite a un rôle extrêmement trouble et n'est plus contrôlée. Donc le système américain, il n'existe plus en un sens. Ils font semblant. Donc par exemple, on se dit, oui, c'est terrible, les Russes veulent reprendre le contrôle du monde, ils interviennent en Syrie. Et c'est vrai que la Russie s'est pas mal retapée sur le plan des technologies militaires. Mais fondamentalement, ce qui rend l'action de la Russie possible en Crimée et maintenant en Syrie, c'est la faiblesse des États-Unis en tant que système impérial. Donald Trump, le changement, c'est maintenant, point d'interrogation, Make America Great Again. Ça a été dur de voir l'usine fermer. On n'était plus 300. Les produits importés ont fait beaucoup de mal. L'acier du Brésil, de Chine. Ils ont tué l'industrie américaine. Il est temps de faire quelque chose. La plupart des anciens de l'usine votent Trump. Beaucoup soutenaient Obama, mais maintenant ils sont avec Trump. Beaucoup d'entre nous se sentent oubliés. C'est toujours pareil, on vote pour un politicien, mais 4 années passent et on ne voit aucun changement. On gagne moins, mais on trime 2 fois plus. Beaucoup de gens prennent de boulot, les retraités travaillent. Trump suscite de l'espoir, il entend la voix des Américains. Ce 3e et dernier débat présidentiel constituait l'ultime chance pour Donald Trump de combler son retard sur Hillary Clinton dans les sondages. Dites clairement que vous n'aurez pas l'aide de Poutine dans cette élection, que vous rejetez l'espionnage russe contre les Américains. Poutine, de ce que je sais, n'a aucun respect pour cette personne. C'est qu'il préfère avoir une marionnette comme président des États-Unis. Pas une marionnette, c'est vous la marionnette. Après 1 heure d'échanges houleux, l'animateur du débat pose une question à Donald Trump.
dont la réponse va susciter la polémique. Accepterez-vous le résultat de cette élection? Je verrai à ce moment-là. Je vous laisse dans le suspense. Chris, laissez-moi répondre, c'est horrifiant. Vous savez, à chaque fois que Donald Trump pense que les choses ne vont pas dans son sens, il affirme que tout est truqué contre lui. Des termes avilissants pour les femmes, dégradants, mais aussi pour les minorités et les immigrés. Cela révèle qu'il se moque des valeurs essentielles que nous essayons de transmettre à nos enfants. Barack Obama parlant de Donald Trump, extrait aussi du dernier débat du 19 octobre entre Hillary Clinton et Donald Trump et des électeurs potentiels du candidat républicain qui s'exprimaient sur leur attirance pour ce candidat. Tous les autres ont menti, tous les autres n'ont rien fait. Voilà pourquoi, à travers la figure de Donald Trump, ils espèrent le changement. Emmanuel Todd, on est à 2 semaines de l'élection, pas de pronostic, vous le disiez dans le journal d'Antoine Mercier. Comprenons un peu qui est cet électorat qui se tourne depuis plusieurs mois déjà vers cette figure de Donald Trump. Ce noyau de son électorat serait composé, nous disent depuis quelque temps les analyses, de petits blancs sans diplôme qui se vivent comme les laissés pour compte d'une Amérique qui change. Ce portrait robot de l'électorat de Trump est conforme à ce que vous percevez? Non, c'est-à-dire que l'un des trucs vraiment très frappants et très intéressants aux États-Unis, c'est la façon dont le niveau éducatif et dans le commentaire, le critère essentiel. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est la nouvelle stratification éducative des États-Unis, c'est-à-dire la division de la société en gens qui ont une éducation supérieure, complète, supérieure incomplète, les gens qui sont arrêtés au stade du secondaire. C'est la façon dont les Américains, au-delà des questions raciales, voient leur propre société. C'est très très intéressant parce qu'on se rend compte que la source de la montée des inégalités, d'une conception inégalitaire de la société, partout dans le monde occidental, c'est cette nouvelle stratification éducative. Mais en revanche, il n'est pas vrai que l'électorat de Trump soit le moins éduqué. C'est-à-dire que quand on regarde, j'avais réussi à mettre la main, c'est difficile parce que la presse de l'establishment est dans un état de folie stalinienne à propos de Trump. On croirait le Washington Post, le New York Times, on croirait la presse communiste des années 50. Mais donc on finit par trouver des trucs, c'est l'Amérique quand même, c'est quand même mieux que le monde. Bon, donc ils publient des choses et j'ai fini par mettre la main sur un sondage de la mi-septembre où on voyait que Trump faisait avait son meilleur potentiel dans la catégorie intermédiaire des college no degree, c'est-à-dire éducation supérieure incomplète, c'est-à-dire catégorie moyenne. Alors que, au contraire, l'électorat démocrate, au stade actuel, il est, je dirais, polarisé. C'est-à-dire que il y a d'un côté les éduqués et suréduqués, c'est-à-dire les gens qui ont une éducation supérieure complète et même avancée, et puis il obtient aussi de très bons scores chez les gens à éducation très basse, ce qui est logique puisqu'il est le parti des minorités, je veux dire noirs et hispaniques, dont les niveaux éducatifs sont beaucoup plus bas que celui de la population blanche. Donc ça n'est pas du tout l'électorat. Et en plus, il faut savoir que le niveau éducatif des États-Unis, qui a stagné longtemps, qui commence un peu à remonter, mais surtout qui est sur une évolution qui a 30 ans d'avance sur la nôtre, le niveau éducatif des États-Unis est assez élevé, est très élevé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, donc la présentation qui est faite ici de l'électorat de Trump, qui reflète en fait la presse américaine de l'establishment, est en fait assez, je dirais, assez écœurant. Mais ce que vous dites, c'est que l'électorat de Donald Trump, du candidat Trump, colle à celui du Parti républicain classique. C'est-à-dire que le Parti républicain est un parti blanc. Donc en fait, si on est républicain, on n'a pratiquement que des électeurs blancs. Ça n'est pas antinomique avec l'idée de démocratie, parce que le vrai drame des États-Unis, c'est que les Américains, c'était des Anglais au départ, et les Anglais, ils n'ont pas le sentiment d'égalité des hommes chevillés au corps. Et donc, ce qui a permis l'épanouissement de la démocratie américaine, c'est le ciblage des Indiens, puis des Noirs, comme de l'homme extérieur, et d'un puissant sentiment de solidarité dans le groupe blanc. Et on pourrait analyser, c'est paradoxal, cruel, douloureux, mais c'est que l'intégration des Noirs au corps électoral américain, qui est l'héritage
formidable en un sens des droits civiques, a quand même pas mal détraqué le fonctionnement de la démocratie américaine. Mais il y a une chose que je voudrais dire avant d'oublier de la dire, parce que c'est tout à fait fondamental pour des gens qui ne rentrent pas dans le cœur du débat, puisqu'on a la vision d'un Trump complètement insupportable, et il l'est. Moi, personnellement, je pense que Hillary Clinton est largement aussi insupportable, mais on a cette vision d'un électorat de Trump qui n'est pas rationnel. Alors, la rationalité, elle est très simple à trouver. Je disais tout à l'heure, je pense que l'Amérique va tout à fait s'en sortir. Mais les années 2000-2013, ou même pour les indicateurs démographiques 1999-2013, ont été des années, je dirais, de dégradation du niveau de vie, des modes de vie, qui vont bien au-delà de ce qu'on sait d'habitude sur la montée des inégalités. Et la presse américaine était remplie toute l'année dernière d'analyses très sérieuses sur la hausse de la mortalité dans la population blanche de 45 à 54 ans. Et c'est ça. Donc en fait, la fureur de l'électorat de Trump est en un certain sens une fureur rationnelle. C'est-à-dire que oui. Non, c'est intéressant cette question effectivement du taux de mortalité et de ce qu'elle raconte, parce qu'à contrario, ces études, et notamment celle d'Angus Deaton, qui était le prix Nobel d'économie l'an passé, montraient aussi que le taux de mortalité était en baisse au sein des populations hispaniques et noires, en hausse du côté des populations blanches, en baisse de l'autre côté. Et effectivement, pour la première fois depuis 10 ans, le taux de mortalité était en hausse, mais les causes, alors ça c'est intéressant aussi pour un statisticien, c'était quoi? C'était les armes à feu, les drogues, le suicide, les accidents cardiovasculaires et pas forcément les cancers qui étaient par contre plutôt en recul. Hein. Oui, alors de toute façon, je sais qu'on mêle toujours, la logique démocrate consiste toujours à mêler les hispaniques et les noirs. Et si on parle démographie, il ne faut pas mêler, parce que c'est l'une des bizarreries de la situation américaine. Bon, c'est vrai que ces données démographiques s'améliorent pour les noirs. Pour les hispaniques, ça n'a pas tellement de sens de dire qu'elles s'améliorent parce que les conditions démographiques et les performances démographiques pour les hispaniques sont déjà, dans bon nombre de domaines, supérieures à celles des Américains standards. Par exemple, les hispaniques ont une mortalité infantile plus basse, il y a une sorte de solidité de la famille et des choses comme ça. Oui, je m'excuse, j'ai perdu le fil de votre question. Non, moi j'apportais juste une précision, Emmanuel Todd. Je pense que Antoine Mercier a... Oui, non, alors attendez, il faut aller, je pense que c'est important, et surtout comme on a démarré sur le libre-échange, la Belgique, peut-être d'aller au cœur de ce qui se passe. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup travaillé sur les systèmes culturels, sur les systèmes familiaux, sur la capacité de telle et telle population à lancer, vivre, supporter le néolibéralisme, en fait, l'hyper-individualisme. Et le modèle sur lequel je fonctionnais jusqu'à présent, c'était d'une différence anglo-américaine, une famille nucléaire, très individualiste, libérale, peu attachée à l'idée d'égalité, qui pouvait supporter le processus néolibéral et la globalisation, et qui, mieux que le supportait, l'initiait. Et puis il y avait autour les Français égalitaires qui souffraient, les Allemands fortement intégrés, comme les Japonais qui résistaient, les Russes qui n'étaient pas dans le coup. Et je crois que ce qui est tout à fait extraordinaire en cette année 2016, et on le sent aussi en Angleterre avec le Brexit, c'est qu'on se rend compte que les populations anglo-américaines elles-mêmes ne supportent plus cet hyper-individualisme. Donc quand on dit, je reviens sur ce que vous disiez, quand on dit les causes de décès, ça va être des suicides, des empoisonnements, de l'alcoolisme, avec toutes les variantes de cancer du foie qu'on peut imaginer. La catégorie empoisonnement est très importante dans le truc américain. En fait, ça veut dire que l'instabilité économique et sociale du système est insupportable et qu'elle mène à des comportements, j'ai oublié la drogue sans doute. Et les armes à feu. Oui, les armes à feu sont dans l'étude très sérieuse que j'utilise, les armes à feu, quand on voit les taux d'homicide par arme à feu ont plutôt énormément baissé aux États-Unis depuis la grande époque. Allez, laissons quand même Antoine Mercier poser sa question. C'est pas une question, simplement pour essayer de rassembler, parce que vous dites beaucoup de choses, essayer de rassembler dans une thèse simple ce que vous nous dites. Alors je vous propose la chose suivante.
le combat Trump-Clinton, c'est un combat entre des gens qui remettent en cause la mondialisation, le système libéral tel qu'on peut remise en cause qu'on peut voir aussi en Europe, et de l'autre côté, Hillary Clinton, que ce soit avec l'establishment au sens sociologique ou avec même les gens qui sont considérés comme les plus pauvres, qui défendent plutôt ce système de la mondialisation, de la poursuite du libéralisme. Est-ce que c'est ça qui crée l'opposition ? On pourrait, alors, pour les démocrates, il faut faire attention parce que Sanders, sur la question du renoncement au libre-échange, était très proche de Trump. Donc vraiment, il y a une partie de la base démocrate dont on ne sait pas trop. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas complètement sûr pour Hillary Clinton. Mais Hillary Clinton, en tant que personne, par son histoire, incarne quelque chose de tout à fait évident. Je dirais que pour les États-Unis, et puis il y a beaucoup de confusion, et puis quand même Trump a foutu en l'air le Parti républicain, qui était tout à fait néolibéral. On est en transition, donc les choses ne sont pas claires, et c'est pour ça que les acteurs eux-mêmes, Trump et Hillary Clinton, sont au-dessous du débat qu'ils ont eux-mêmes lancé. Voilà. Parce que Trump n'est pas néolibéral pour vous ? C'est-à-dire qu'il est, à partir du moment où on renonce et on attaque le libre-échange, on sort du consensus de Washington. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libéral, mais c'est qu'on est libéral de variété protectionniste, ce qui est l'une des composantes du libéralisme au XIXe siècle. Je pense que l'enjeu caché des élections américaines, mais pas simplement des élections, c'est le débat qui vient pour les 20 ans qui viennent. C'est l'idée, d'un côté, il y a l'idée d'une Amérique qui sent que ça va pas, qui a vu se dégrader les niveaux de vie d'une bonne partie de la population, les conditions de vie, et qui aspire à une sorte de recentrage national et démocratique. C'est ce qu'on appelle révolte populiste. Qu'on appelle populisme dans notre langage de l'establishment mondialisé. Je préférais parler de révolte populaire ou de sursaut démocratique, et qui aspire d'ailleurs à un rôle plus pacifique ou à moins de rôle dans les rapports internationaux. Et puis, il y a l'Amérique qui dominait jusque-là, et qui peut-être va continuer de dominer si Hillary Clinton l'emporte, qui est l'Amérique du néolibéralisme et de la globalisation. Et de l'impérialisme, d'une certaine façon, etc. Donc c'est ça l'enjeu qui est derrière. Et en fait, bien sûr, le résultat de l'élection est très important, mais aux États-Unis, le président n'a pas tous les pouvoirs. Et donc la question qui se pose, c'est la question d'un basculement idéologique. Alors, le monde anglo-saxon est coutumier de ces basculements générationnels. En 1980, il y avait eu Reagan. Avant, il y avait eu Thatcher en Angleterre, et la sortie de l'époque du New Deal ou du Welfare State, et donc une vague néolibérale, qui s'est répandue à travers le monde. Et puis maintenant, donc 1980, 2015, on est quoi 2016, à peu près 35 ans après. Moi, j'ai le sentiment que le monde anglo-américain est en train d'accoucher d'une deuxième révolution, d'un deuxième renversement qui va exiger plus de régulation, de retour à l'État. Que vous qualifiez comment Que vous qualifiez comment Isolationnisme Non, de toute façon... Souverainisme Nationalisme Retour aux nations Non, je sais pas, je vous propose. De toute façon, je vous rassure tout, c'est pas les Français qui vont nommer cette phrase. C'est là-bas. Nous, je vous rappelle, en début, on disait, il se passe rien ici, donc on va juste... Mais on n'est pas dans la même situation quand même en Europe, par rapport à ce que vous dites là. Est-ce que c'est pas la même problématique ? On est très en retard. D'ailleurs, il y avait un truc qui m'a fait absolument... mourir de rire, qui montrait notre retard, c'était, je rentre, où est-ce que j'étais ? Ah non, j'étais au Japon quand j'ai vu arriver une couverture du Point, tout à fait extraordinaire, avec Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ce qu'il faut à la France, c'est Margaret Thatcher. Et je me suis dit, et puis, ça, c'est absolument génial, on est toujours en retard. Donc, quand les Mitterrand arrivent au pouvoir, en 81, donc un an après l'arrivée de Reagan, il fait une politique de type nationalisation à l'ancienne, le contretemps total par rapport à ce qui se passe dans la partie dominante du monde, le monde anglo-américain. Et donc en 83, coup de frein, virage, n'importe quoi, sans comprendre, néolibéralisme à la française, c'est-à-dire avec beaucoup d'États et beaucoup de corruption.
Hein. Et donc là, maintenant, on est, 35 ans et des poussières après. Le monde anglo-saxon est en train de virer. Et il virera d'ailleurs, même si Hillary Clinton gagne, parce que ils ont commencé à reconstruire leurs infrastructures. J'ai regardé les chiffres. Il y a déjà sous Obama un début de recentrage national, de retrait du monde en termes diplomatiques. Et voilà. Et donc, au moment où les Américains et les Anglais vont peut-être sortir de cette phase, on a la droite française, menée par son leader idéologique, le journal Le Point, qui dit et la gauche il faut maintenant une révolution thatchérienne, etc. C'est les Mitterrand de l'époque. Donc Emmanuel Todd finit pour l'instant cet autre idéal américain, celui de la mondialisation heureuse, tel que vous le disiez. Vous avez parlé des accords de libre-échange avec le Mexique, avec le Canada et d'autres qui sont aujourd'hui très contestés aux États-Unis. Donald Trump les évoquait en parlant de désastre. Idem d'ailleurs pour lui, pour l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, qui est un autre pays qu'il cible régulièrement. Alors quel monde est-ce qu'il préconise, ce Donald Trump, dans votre ouvrage Après l'Empire? Vous parliez de cette Amérique de Bush qui avait orchestré quelque part sa puissance sur le terrain géostratégique pour tenter de pallier ses faiblesses sur le plan interne, les fragilités du système américain et notamment démocratique. Là, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Il y a quand même un mot qui revient très souvent en ce moment, c'est les rapports des États-Unis avec la Russie. La rhétorique pro-Poutine de Trump est de plus en plus mal perçue en ce moment. Ses relations avec Moscou, ses voyages sont passés au crible par les médias américains et ses langues d'attaque privilégiées pour les démocrates. Hillary Clinton en premier lieu. C'est assez intéressant. WikiLeaks qui vient de publier aussi un classement des thèmes les plus abordés par les deux candidats en débat, et la Russie arrive première devant l'éducation, devant aussi les questions de terrorisme. La Russie, c'est la nouvelle question clivante dans le débat, la position des États-Unis par rapport à la Russie. Cette campagne, c'est une espèce d'omniprésence de la Russie. Mais la Russie, au départ, est une obsession du Pentagone et des démocrates. Et si on regarde raisonnablement la carte du monde, la puissance, la Russie n'est pas une puissance économique. Bon, elle a un gros territoire, mais sa population n'est pas tellement plus grande que celle du Japon. C'est 140, 135 millions d'habitants, enfin, je n'ai pas les chiffres en tête. Simplement, la Russie, c'est vrai, a fait une spécialisation militaire, et c'est le contrepoids stratégique aux États-Unis. Mais c'est un pays qui ne peut espérer que garder le contrôle de son territoire trop grand pour sa population. Quand même, donc, il y a une stratégie de puissance aussi, quand même, on voit bien quand même que la Russie développe aussi, malgré tout, une stratégie de puissance. Je disais tout à l'heure... Pour la Syrie, c'est pas le cas. Je veux dire, les Russes ne veulent pas qu'on leur marche sur les pieds. Mais on ne peut pas raisonnablement soutenir que la Russie est une menace pour le monde, vu la taille de sa population et de son territoire. Sans parler de menace, il peut y avoir mais simplement, ils ont une stratégie néo-gaulliste d'indépendance nationale, qu'évidemment, nous, avec les larbins qui nous gouvernent, on est un peu désemparés, mais je suis sûr que De Gaulle comprendrait tout à fait Poutine et le verrait comme une sorte de frère en indépendance nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est pas la Russie elle-même, c'est le fantasme américain de la Russie. C'est qu'est-ce que nous disent les démocrates, le Pentagone, Hillary Clinton, quand ils sont obsédés par la Russie et Poutine. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est on ne pense que militaire, on ne pense qu'intervention militaire. Et tant que la Russie est là, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le monde. Ce qui est d'ailleurs tout à fait manifeste au Moyen-Orient. Donc en fait, l'obsession de la Russie, c'est un révélateur de ce que Hillary Clinton et ses petits camarades sont toujours dans une stratégie impériale, que le bien-être interne des États-Unis n'est pas leur objectif prioritaire. Et tout ce que dit... Alors je reconnais que définir, les objectifs stratégiques de Donald Trump, c'est un peu difficile, c'est un personnage un peu chaotique. Alors il n'est pas du tout va-t-en-guerre, lui, il promet quand même aussi une forte hausse des budgets de la défense. Vous le voyez comment? Un Trump président, ce serait quoi? Un gendarme sans sifflet? C'est la promesse d'un monde totalement pacifié. D'abord, il faut savoir qu'il existe la politique extérieure américaine n'est pas simplement décidée par le président. Une sorte d'establishment informel, assez largement transpartisan, qui indique les directions. Donc Obama a eu un rôle, plutôt d'apaisement d'ailleurs. La plupart des conneries stratégiques
faites sous Obama ont été faites par Hillary Clinton, du temps où elle était secrétaire d'État, parce qu'elle est une va-t-en-guerre, en fait. Et puis voilà, donc qu'est-ce qui ferait ? On peut imaginer évidemment un apaisement des tensions avec la Russie, une attitude moins agressive, une Amérique qui ne se mêle plus de tout et de n'importe quoi sur la planète. Honnêtement, ça ne me paraît pas... Autant je pense que le discours de Trump sur les musulmans, sur les Mexicains, etc., sont faciles à critiquer sur un plan moral, autant je pense que son attitude vis-à-vis des relations internationales me paraît beaucoup plus difficile à attaquer, à moins de dire que ce qu'on veut, c'est de l'interventionnisme militaire américain partout. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Ce qui me paraît bizarre dans ce que vous dites finalement, c'est que vous nous parlez... Je voudrais quand même j'ai peur d'apparaître comme un Trumpophile dément. Oui, j'ai pas demandé si vous avez conseillé Trump. Non, je voudrais dire quelque chose pour me dédouaner avant de ne pas avoir le temps. J'ai poussé la conscience professionnelle jusqu'à passer une nuit cet été à l'hôtel Trump de Las Vegas. Alors, dans la Trump Tower. Pour voir quoi ? Dans la Trump Tower. Alors c'était Trump, donc c'était doré, clinquant. La baignoire n'était pas lavée. J'ai été très déçu. Donc je tenais à le dire. Bon, si vous seriez américain, vous ne voteriez pas Trump. Je suis pas sûr que cet argument vous dédouane vraiment, parce que bon, en tout cas, non. C'est-à-dire, vous nous dites les deux candidats sont détestables. Finalement, ce que vous avez dit tout à l'heure, utiliser l'expression. Pourquoi est-ce que à ce moment-là, pourquoi est-ce que l'Amérique serait dans une situation meilleure, en tout cas que l'Europe, à partir du moment où elle a le choix entre deux candidats détestables ? Comment comprendre que malgré tout, vous êtes... C'est ça le... Oui, nous, on a des types qui ont l'air respectables. Quand on voit nos candidats, ils sont là, ils sont propres sur eux. Je voyais Fillon avec une jolie cravate. Ils contrôlent leur langage. Mais en vérité, ils ne sont pas respectables parce qu'ils ne proposent rien. Il n'y a pas de débat en France où le débat est marginalisé ou neutralisé par l'existence du Front National, qui est extérieur au système. Les États-Unis, on a des candidats qui sont, selon des critères français et selon des critères américains, inacceptables et d'ailleurs détestés. Hillary Clinton, il ment. Alors on peut pas dire que Trump est corrompu parce qu'il a fait son fric à la loyale, si on peut dire, sur le marché capitaliste. C'est les Clinton qui sont corrompus, qui ont fait leur argent en utilisant l'appareil d'État. Mais je crois que tout le jeu de la campagne, et c'est là que le système médiatique américain est quand même un peu responsable, a été de faire disparaître les vrais enjeux de départ. Ça démarrait, et le démarrage, c'était Sanders et Trump, très proches dans la dénonciation du libre-échange, et avec cet autre élément plus discutable, mais qui vaut la peine d'être discuté, de Trump, parlant de son grand mur à la frontière mexicaine. Mais honnêtement, au risque de choquer, je dirais que mettre en question cet élément du dogme de la globalisation, qui est la liberté de circulation des immigrés, des droits absolus, etc. On peut, je dirais, là je peux tirer avantage du fait que je me suis fait carboniser pour la défense des Français d'origine musulmane. Donc vraiment, j'ai assuré. Mais en fait, il n'y a pas de démocratie possible sans un minimum de sécurité territoriale, sans un minimum de droits des sociétés à réguler leurs frontières. Ça, c'est des questions qui vont être absolument communes à l'Europe et aux États-Unis dans les années qui viennent. Voilà, ce que beaucoup vivent. Et donc on est là, on part de ces deux questions sérieuses, les migrations internationales, le libre-échange, et on termine avec des gens qui s'envoient des tomates, qui s'accusent de déprédation sexuelle, etc. Je veux dire, c'est un peu triste, mais quand même ça bouge. Merci beaucoup Emmanuel Todd, merci d'être passé autour de la grande table. Merci à l'équipe de l'émission, Claire Maillot, Clémence Marie, Jean-Christophe Briançon, Henri Leblanc, assisté de Inès Magrif. Aujourd'hui encore, sur le fil des réseaux sociaux, il y avait Farah Kéram. Et à la réalisation, Perret Legras avec Élise Le. Rendez-vous demain à midi pile avec Bertrand Belin, chanteur et auteur de Littoral chez POL, et un sociologue que vous connaissez bien, j'imagine, Emmanuel Todd, Farhad Khosrow-Kavar, pour son essai. Il est super. On ne reçoit que des gens super dans cette émission. Pour son essai sur les prisons. Ça fait parler des chiites, il est très drôle quand on lui demande ce que c'est que le schisme. On y pensera. Merci beaucoup Emmanuel Todd.